Nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Dans quelques heures, il va y avoir la clôture de cette édition et nous sommes dans le studio TV Néphrologie 2023 qui est une innovation de cette édition de la Société marocaine de néphrologie. Et j'ai avec moi, et comme on a invité et des médecins, et des infirmiers, des ingénieurs, j'ai un industriel parce qu'on ne peut pas organiser une réunion de formation continue sans l'aide des industriels. Et ce n'est pas n'importe quel industriel puisqu'on est dans un congrès de néphrologie et qui dit néphrologie dit dialyse et qui dit dialyse dit une machinerie, dit une technologie, dit des outils de consommation. J'ai le plaisir de recevoir un collègue, Dr Gasmi Ali, qui est le directeur médical d'une société Fresenius, c'est une société allemande. Alors, quelle est la spécialité de votre travail par rapport à la néphrologie ? Alors tout d'abord, merci Dr Cherkaoui pour l'invitation. Je remercie les organisateurs, la Société marocaine de néphrologie pour cette invitation et pour cette excellente organisation de cette 19e édition du Congrès national de néphrologie qui a été vraiment riche en matière scientifique avec des communications vraiment de haute voltige. Alors, spécifiquement par rapport à Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care, c'est une entreprise multinationale allemande, très leader mondial dans le domaine de la dialyse, ce qu'on appelle nous dans le jargon le MedTech, qui est par opposition à l'industrie pharma et à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie MedTech. Donc c'est la medical technology ou les équipements médicaux. C'est une entreprise verticalement intégrée dans le sens où ça va de la recherche et développement, de la commercialisation de tout ce qui gravite autour de l'insuffisance rénale d'une manière générale, que ce soit chronique ou aiguë, jusqu'à les cliniques Fresenius, qui est donc le pôle santé, très connu à travers le monde, à travers le réseau de cliniques NephroCare, donc à travers à peu près 4000 cliniques dans le monde. Donc voilà, donc c'est un acteur majeur de la dialyse et surtout spécialisé dans l'industrie de la MedTech. Alors, en parlant d'industrie pharmaceutique, en parlant de technologie médicale, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le domaine de l'hémodialyse ? Ça, c'est important. Oui, ça c'est une grande question, ça c'est effectivement une grande question. Vous savez, la dialyse elle n'est pas si ancienne que ça. On va dire que la dialyse elle a traversé beaucoup d'étapes avec des révolutions tout au long de son histoire. Vous savez, la dialyse a commencé comme des procédés expérimentaux dans les années 20, dans les années 30. C'était juste sur des modèles animaux, quelques courageux pionniers, ils ont essayé la dialyse chez l'homme, notamment Georges Haas en 1920. Et voilà, jusqu'à l'arrivée d'un certain tournant. L'invention, je ne sais pas si vous avez suivi une des conférences, on a parlé du tambour rotatif. Oui, le tambour rotatif, c'était dans les années 50. Mais là, il fallait vraiment, c'était de la dialyse expérimentale qui est passée à un stade de dialyse, on va dire, de survie, parce qu'il fallait faire un tambour, des films de cellophane. Il fallait vraiment être courageux et téméraire pour le patient et pour le personnel médical pour faire de la dialyse. Mais on va dire que le tournant majeur dans la dialyse a été par l'invention de la fibre creuse, en tout cas les efforts de miniaturisation, de la création du filtre artificiel. Et évidemment, ça a fait basculer la dialyse on va dire, à une sorte de production industrielle à grande échelle, avec pouvant démocratiser la technique et d'où son rayonnement dans le monde. Et évidemment, lorsqu'on est passé de cette dialyse de survie maintenant à une époque de qualité, l'amélioration continue, notamment sur les membranes, parce que vous savez, on a commencé avec des membranes qui étaient cellulosiques, naturelles, après semi-naturelles, donc cellulosiques modifiées, qui étaient de bonnes membranes, mais il y avait un corollaire de la bio-incompatibilité et de l'hémo-incompatibilité. Donc l'innovation se faisait là, notamment à travers l'invention de la fibre synthétique,
et les efforts de miniaturisation, de design au niveau du dialyseur. Maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence du professeur Hadia. On a parlé des innovations maintenant en termes de membrane parce que sur de la performance, on est arrivé à faire des membranes de plus en plus performantes, mais maintenant on travaille à faire des membranes de plus en plus biocompatibles à travers des procédés évidemment liés à la nanotechnologie qui est appliquée aux membranes. Donc l'idée, c'est de vraiment aller dans la biocompatibilité et d'épurer le maximum. Il y a aussi le volet de la machinerie, parce que la dialyse a commencé qu'avec des pompes rudimentaires. En gros, il fallait sortir le sang et le retourner au patient. Jusqu'à arriver maintenant, vous pouvez même venir au niveau du stand, voir des générateurs qui sont maintenant. Ce sont des générateurs qui sont bourrés de technologie, avec des modules qui sont spécifiquement dédiés à la sécurité d'abord du patient, parce que la machine peut réagir en cas de problème, on va dire, pour réellement garder le patient en sécurité. Elle agit toute seule, avec des modules aussi de contrôle, de rétrocontrôle, notamment de rétrocontrôle de la volémie, de surveillance de la volémie, rétrocontrôle de la volémie, de surveillance de la dose de dialyse, qu'on appelle communément le KT sur V, de surveillance de la température, par exemple, pour faire de la dialyse isothermique, de surveillance dans les machines dernier cri d'ailleurs, du sodium et de rétrocontrôle de ce sodium par rapport à la natrémie du patient. Mais évidemment, comme on disait, tout ça, ce sont des outils technologiques qui sont mis à la disposition du personnel et du médecin, parce que le médecin doit être le seul, finalement, maître à bord. C'est un peu, j'aime à donner cet exemple de l'aviation. Maintenant, les avions modernes, elles sont bourrées de technologie, mais il y a toujours le pilote et il y a toujours le facteur humain. Et c'est le pilote qui est finalement le seul maître à bord et c'est lui qui prend les décisions. Et cette décision, maintenant, effectivement, doit rester aux mains du personnel médical parce qu'à la fin, c'est une prescription médicale. Alors, docteur Gasmic, vous qui êtes dans l'industrie de la néphrologie et de la dialyse, avec les collègues, on en a discuté. Non pas de rêve, mais un travail de recherche qui parle d'un appareil miniaturisé, portable, parce que pourquoi aujourd'hui le malade doit se déplacer 3 fois par semaine dans un centre, rester lié à une machine pendant 4 heures à chaque séance. Où en est ce projet d'un appareil d'hémodialyse qui est miniature, qui est portable et le malade peut se déplacer comme il veut? Oui, évidemment, maintenant en termes de recherche, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres techniques qui ont été développées, notamment la dialyse péritoniale, qui est une dialyse, on va dire, un peu plus physiologique, parce que l'hémodialyse qui reste toujours une artificielle et n'a jamais été physiologique. Il y a d'autres techniques qui se développent, notamment aussi de l'hémodialyse à domicile, avec des petites machines que le patient peut même se brancher dessus et n'a pas besoin d'une salle de traitement d'eau, etc. Mais ça reste toujours de l'hémodialyse. Mais effectivement, maintenant, les recherches vont de plus en plus vers ce volet de la miniaturisation et des appareils portatifs. Donc évidemment, il y a toujours des challenges, beaucoup de challenges, mais c'est vrai, c'est une recherche qui est en cours, c'est des axes de développement et qui seront, comme je disais tout à l'heure, la routine les challenges d'aujourd'hui seront la routine de demain. Peut-être que demain, ces appareils miniatures vont être la règle, mais en tout cas, effectivement, toute la recherche et développement va sur cette miniaturisation et sur les appareils, on va dire, portatifs de dialyse. Alors, docteur Gasmi, j'allais dire, je vais vous poser une question existentielle. Oui. Certes, vous êtes un industriel de l'hémodialyse, mais comme vous le savez bien, le gold du traitement de l'insuffisance rénale, c'est la greffe rénale. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour promouvoir la greffe rénale qui n'arrive pas encore tellement à démarrer chez nous au Maroc? Oui, en effet, parce que comme je vous ai dit, tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'industriels, c'est de la suppléance rénale. Ce n'est pas un traitement curatif. Il n'y a pas de traitement curatif, malheureusement, outre que la transplantation qui est le réel traitement. Parce que tout ce qu'on a fait depuis 70 ans, c'est d'essayer de se rapprocher le mieux qu'on peut du fonctionnement d'un rein. Et on n'y arrive toujours pas. Donc c'est ça le souci. Alors maintenant, effectivement, c'est un appel qu'on lance aux côtés de nos partenaires de la communauté médicale pour promouvoir réellement la transplantation que nous voyons comme l'alternative la plus viable, effectivement, à la dialyse. Mais il y a aussi
on va dire qu'en rêvant un peu pour le futur. Et peut-être que la prochaine grande révolution viendra de la médecine régénérative, qu'on espère réellement que les progrès de la science et de la technologie vont aller vers de la médecine régénérative. Et n'oublions pas le volet de la prévention qui, malgré tout, si nous avons des reins en bonne santé, il faut essayer de les conserver en bonne santé le maximum parce que, comme je vous ai dit, on n'arrive toujours pas à faire de la dialyse qui ne se rapproche le plus possible du fonctionnement d'un rein normal. Et nous ne parlons que sur le volet de l'épuration. Nous ne parlons pas des autres fonctions endocrines, etc. Donc, Dr Gasmi Ali, merci d'avoir répondu à l'invitation du studio Néphrologie 2023. Donc, le studio a reçu des médecins, des ingénieurs biomédicaux et nous avons tenu à donner la parole aux industriels de l'hémodialyse. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.